Bienvenue aux fidèles, j'ai envie de dire, de ce format du Lunch and Learn. Donc aujourd'hui, on va accueillir Sophie Monroe dans ce 26e Lunch and Learn. Donc un Lunch and Learn, c'est quoi? Eh bien, c'est un échange avec un professionnel de l'économie circulaire. Et donc, aujourd'hui, c'est avec Sophie, qui est responsable, directrice, pardon, RSE du groupe EasyCash. Et donc, on va passer 3 quarts d'heure ensemble avec une première partie sur donc, la compréhension des problématiques et de la manière dont EasyCash développe alors l'économie circulaire. Ça serait vite dit puisque EasyCash est une entreprise de l'économie circulaire, mais en tout cas plutôt la vision, les perspectives de développement du commerce circulaire de demain. Et puis, on va passer ce petit temps d'échange avec Sophie. Et puis après, évidemment, on gardera du temps pour prendre vos questions, y répondre et vous pourrez échanger avec Sophie. Donc si c'est OK pour tout le monde, et ben comme le temps des Lunch and Learn est compté, je vous propose de commencer directement. Et du coup, Sophie, bah, je vais te laisser te présenter et nous dire aujourd'hui pourquoi tu es à la place à laquelle tu es. Ok, merci Elsa, merci à la Fresque pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et de parler du parcours d'EasyCash. Donc moi, je suis Sophie Monroe, je suis directrice RSE du groupe EasyCash depuis 4 ans. J'ai 35 ans. Et avant cela, j'ai travaillé 7 ans dans la santé, sécurité, environnement dans un groupe aéronautique qui s'appelle DAER. J'ai occupé les 2 dernières années des fonctions RSE au sein de ce groupe-là. Donc ça, c'est pour mon parcours. Si, mon rêve d'enfant, parce que j'aime bien parler de ça. Mon rêve d'enfant, c'était de devenir sapeur-pompier. Le sens et le respect des choses qui m'entourent guide aujourd'hui finalement mon métier au sein d'EasyCash sur la partie RSE. C'est pas trop tard peut-être pour devenir pompier volontaire un jour. Pour EasyCash, je vais essayer de vous le résumer. Donc EasyCash, c'est un groupe qui a 25 ans cette année. On célèbre, c'est une année anniversaire pour nous. Il y a 25 ans, il y avait 7 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 1700 collaborateurs. C'est une entreprise qui s'est développée de façon plutôt lente et prudente pour arriver aujourd'hui à 160 points de vente et faire 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, dans les activités du groupe EasyCash, on en a plusieurs. La première, et c'est certainement la plus connue, c'est notre activité de retailer. On fait de l'achat et de la revente de produits de seconde main sur certaines familles de produits spécifiques. Je vais penser à l'électronique notamment, tout ce qui est high-tech, une partie luxe et une partie aussi libre-service, CD, DVD, livres, musique. Donc ça, c'est l'activité la plus connue. On l'administre de 2 façons. Une partie en franchise, donc on a 130 magasins en franchise et une trentaine en filiales, succursales. Donc on a 2 systèmes. Soit ce sont des succursales que l'on possède à 100%, soit on a décidé de s'associer avec un directeur pour le rendre acteur dans la création de valeur du point de vente. Donc c'est à peu près 50-50. Ça, c'est pour l'activité plutôt de retail. On a construit 2 nouvelles activités. Une activité qu'on va appeler de créateur. On n'a pas encore mis peut-être le bon mot, mais on s'est dit que pour maximiser l'impact de la seconde main, il fallait qu'on puisse adresser les acteurs du neuf. Et donc, on a créé toute une offre de services pour les acteurs du neuf. De la formation, par exemple, de la mise à disposition d'outils pour administrer la seconde main et aussi de la mise à disposition d'Argus, puisque le prix est c'est moi qui parle très vite. C'est Guillaume qui demande si tu as préparé un support, Sophie, mais je crois pas, hein. Je Non, crois que non, c'est du live. c'est du live, C'est le format Lunch and c'était le format. Learn. Voilà, C'est après, tout à fait ça. je pourrais renvoyer un script si jamais il y en a que ça intéresse, et je vais essayer de ralentir du coup. Euh, donc voilà, donc une partie retail, comme je le précisais, et une partie création de nouveaux modèles d'affaires. L'idée, c'est de pouvoir diversifier les activités du groupe pour ne pas être seulement dépendant en termes de création de valeur de l'activité du retail, mais aussi, on va dire, adresser notre impact et notre mission qui est faire en sorte que la seconde main devienne la norme et donc proposer de nouveaux outils et de nouveaux services pour les acteurs du neuf. Mais on pourra y revenir un peu plus tard si vous voulez.
D'ailleurs, il y a eu un petit coup de rafraîchissement sur l'image du groupe assez récemment. Peut-être qu'on peut en dire deux mots avant de rentrer un petit peu dans le vif Oui, de notre sujet du jour. oui, un rafraîchissement nécessaire, parce que quand une entreprise a 25 ans, bah, il faut faire évoluer sa plateforme de marque. Et donc, il y a 2 ans, on a décidé de changer un petit peu ce logo et notre identité de marque. Et c'est arrivé un moment où notre nouvelle directrice générale, Anne-Catherine Péchineau, est arrivée chez nous. Et aussi au moment où on avait finalisé nos travaux de raison d'être et de valeur de l'entreprise, et donc de pouvoir créer une plateforme de marque qui sert cette mission et les nouvelles ambitions de notre directrice générale, qui était de professionnaliser la seconde main et et c'est un peu mon pitch sur la vision à 2030, c'est de se dire que dans un magasin en 2030, la différence ne se fasse plus entre un magasin de neuf et un magasin de seconde main. Ben voilà, ben tu me fais une parfaite transition, Sophie, merci. Donc sur cette vision 2030, quand on a préparé ce webinaire, il y avait quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'aujourd'hui, bah, le commerce de proximité, le commerce de centre-ville souffre. Il y a des difficultés inhérentes à ce que c'est que de proposer un point de vente physique par rapport au commerce en ligne qui s'est développé. Donc vous avez à la fois une offre en ligne, à la fois une offre physique. Mais quand tu me parlais de ta vision 2030, on passait des 160 magasins actuels à un réseau de plus de 300 magasins qui se déportaient aussi vers plus de centre-ville. Donc, quelque part, vous misez sur cette implantation physique, ce lieu de vente physique. Et je trouvais ça super intéressant dans le contexte actuel de voir un acteur comme vous qui fait ce choix très fort. Du coup, est-ce que tu veux bien nous en parler de pourquoi en fait vous y croyez, vous, à l'implantation physique? C'est vraiment l'élément qui est central de nos stratégies de développement. On y croit à plusieurs titres. Le premier, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Donc, on a appris pendant ces 25 ans à construire un modèle d'affaires qui est rentable. Parce que le principal frein sur ce genre de développement, c'est la gestion de la masse salariale, puisqu'on est un métier de service. Et donc, du coup, c'est un des critères sur lequel on est très vigilant. Et toute la partie construction de l'offre et du prix, je vous le disais, on a développé des outils sur EasyPrice qui nous aident aujourd'hui à avoir un modèle d'affaires qui est rentable. Et donc forcément, quand on a un modèle d'affaires qui est rentable et qui a de l'impact, on a envie de le développer pour plusieurs raisons. Donc 300, c'est effectivement un objectif absolu. On se rend compte qu'on a encore beaucoup de zones que l'on n'a pas adressées. Nous, historiquement, on avait une implantation dans les zones d'activité commerciale. Donc on a plutôt été en ruralité qu'en terrain urbain. Pourquoi? Bah, parce qu'on avait besoin de beaucoup de mètres carrés, puisque quand le réseau s'est développé, on a adressé tout type de produits, de la vaisselle, c'était presque une mini brocante. Et à un moment donné dans notre histoire, on a fait des renoncements. On entend beaucoup parler de renoncement en ce moment. Nous, on en a fait avant. L'idée, c'était de se concentrer sur des produits sur lesquels il y avait besoin d'un tiers de confiance et de laisser les autres produits pour d'autres marchés, comme le C2C, donc qu'adresse très bien Vinted et, euh, et Le Bon Coin. Et donc, dès lors qu'il y avait besoin d'un tiers de confiance et d'émettre une garantie, on s'est dit que c'était là qu'on avait de la valeur, nous, à apporter sur cette économie circulaire. Le deuxième, le deuxième sujet, c'est que nous, on croit à la souveraineté territoriale et donc créer des emplois qui sont non délocalisables a beaucoup de valeur pour nous. On considère que garder ces points de vente et créer ces échanges physiques en cultivant le lien social, c'est pour nous une vraie force du modèle. Et c'est ce qui permet justement d'enlever les frustrations sur la négociation du prix, notamment, qui peut être générée sur des plateformes en ligne, de lever le frein principal à l'achat qui est la confiance dans le produit, parce que sur certains produits, on a besoin de le voir dès lors qu'on investit un petit peu d'argent, et de pouvoir retourner facilement le produit si jamais il y a un défaut, un traitement SAV à réaliser. Et donc, c'est vrai que cet ancrage physique lève beaucoup de freins à la consommation de seconde main.
Nous, aujourd'hui, pour revenir sur l'omnicanalité d'EasyCash, sur notre chiffre d'affaires, on adresse moins de 10% sur easycash.fr. C'est malgré tout un chiffre d'affaires qui se développe, mais on souhaite pas qu'il cannibalise l'activité e-commerce. Au contraire, on s'en sert surtout pour, comme une vitrine, c'est-à-dire qu'avant que les gens se déplacent, ils puissent regarder ce qu'il y a dans le magasin, puisque par nature, on ne sait pas ce qu'il y a dans nos magasins parce que c'est Mm. dépendant de ce que les gens vont nous amener. Et donc, justement, pour éviter des déplacements inutiles, on peut consulter l'offre totale du magasin puisqu'on a un très bon taux de rattachement de nos produits en magasin sur easycash.fr. Donc c'est un petit peu un catalogue en fait, c'est une vitrine, comme tu disais, la plateforme Oui, du e-commerce. Et quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous êtes vraiment un acteur de proximité, puisque tu me disais que les échanges, en fait, ce point de vente EasyCash, il draine on va dire, des vendeurs d'objets sur un périmètre de 20 kilomètres et des acheteurs aussi sur 20 kilomètres. Donc on va dire que entre un acheteur et un vendeur qui sont intermédiés par EasyCash, il y a un maximum de 40 kilomètres en fait. Donc on ouais, est vraiment sur l'économie circulaire de proximité. oui. Et ça, c'est le deuxième critère qui est très important quand on veut mesurer l'impact positif de la seconde main. On se rend compte que le fait de faire transiter les objets partout en France vient rajouter finalement des émissions carbone. Et donc, pour maximiser le pouvoir de la seconde main, des échanges locaux sont fondamentaux pour faire attention à maintenir justement cet impact positif de la seconde main. Ouais. Et d'ailleurs, on pourra faire référence à l'étude que vous avez publiée Mm. sur votre aussi, voilà, sur les émissions invitées, sur essayer de comptabiliser les effets rebonds aussi d'une activité circulaire. C'est un vaste sujet et vous y êtes collé voilà, sans masquer aussi les impacts négatifs que les commerces de seconde main peuvent générer. Donc vraiment très inspirant. On pourra mettre le lien de l'étude dans le chat tout à l'heure. Si je peux en dire deux mots rapidement, en gros, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas de se demander est-ce que la seconde main est vertueuse, parce que oui, la seconde main est vertueuse par nature, mais c'était surtout d'identifier les conditions dans lesquelles cet impact-là est maximisé pour justement pouvoir travailler, nous, sur la maximisation de cet impact-là. Et c'est effectivement un premier exercice qu'on a souhaité partager. Donc, vous pouvez accéder de façon gratuite, en open source, à ce livre blanc si jamais. Voilà. Merci Anne-France pour le partage. N'hésitez pas parce qu'on a appris plein de choses sur le chemin et l'idée, on n'a pas voulu garder ça pour nous. Donc, c'est vraiment un partage transparent Oui. de, de, de ce qu'on a appris sur ce chemin-là. Donc voilà, on vous invite à aller regarder. On va revenir à l'échelle du magasin et à ce qui se passe dedans. Donc tu disais, il y a une vraie valeur ajoutée du magasin qui va agir comme un tiers de confiance, autant pour les vendeurs qui vont pouvoir échanger sur la valeur de leur objet, être conseillés, etc. Et autant pour les acheteurs, où vous jouez vraiment ce rôle de confiance. Il y a une évolution aussi qui est pensée dans vos magasins et puis une approche métier qui est très importante. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur notamment la valorisation des compétences? Parce que ben, gérer un magasin de seconde main et un magasin neuf, ben, en fait, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, effectivement, du coup, nous, on a plusieurs métiers dans un magasin EasyCash. Donc, historiquement, on a le métier d'acheteur, donc acheteur de produits d'occasion. Donc, c'est la personne que vous allez rencontrer quand vous allez vouloir vendre votre produit dans un magasin. Et donc, sur cette catégorie particulière, on s'est rendu compte que c'était la catégorie phare de notre activité, hein, parce que si on n'achète pas de produits, on n'en a évidemment pas à vendre, et que c'était un métier qui ne s'apprenait pas sur les bancs de l'école. Et quand nous, on cherchait à recruter dans nos magasins, on avait des acheteurs de centrale ou des acheteurs matières qui se présentaient alors que c'est pas du tout le même métier. Donc, on a fait un gros travail de formation interne pendant une quinzaine d'années via notre école de formation interne. Et on s'est dit que si on voulait valoriser les métiers de la seconde main, il était important qu'on professionnalise ce secteur-là et qu'on le rende aussi attrayant. Et donc, l'année dernière, on a créé la première formation enregistrée au registre RNCP, donc reconnu comme un vrai métier d'acheteur de produits d'occasion et qui met justement en valeur toutes les compétences à acquérir pour acheter des produits d'occasion et aussi toute la partie savoir-être parce que c'est de la négociation dans un cadre de prix donné. C'est de la négociation aussi avec
avec le vendeur. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est une formation qu'on a décidé d'ouvrir à l'externe. Donc elle est disponible pour nos acheteurs, mais aussi pour tous les acheteurs de produits d'occasion en France. Donc n'hésitez pas si jamais c'est c'est des outils que vous voulez utiliser dans vos entreprises. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. À chaque fois, on pense quand on développe de nouveaux projets à ce que ça va nous apporter à nous et qu'est-ce que ça va apporter à notre mission qui est d'embarquer le maximum d'acteurs dans la seconde main. Donc ça, c'est le premier métier, l'achat. Après, on a la vente. La vente, bon, c'est la vente, ça, pour le coup, ça s'apprend à l'université ou sur les bancs de l'école. Par contre, nous, on a des spécialités, c'est que vendre des produits d'occasion, c'est pas tout à fait pareil que vendre des produits neufs parce que il faut avoir un lien étroit avec le service achat. Donc là, de la même façon, on a créé des parcours sur mesure pour vendre des produits d'occasion et aussi arriver avec la partie juste besoin, c'est-à-dire savoir adresser le juste besoin du consommateur pour flécher le bon produit, donc la bonne capacité, la bonne gamme. Donc ça fait écho à une promesse qu'on a chez nous, c'est-à-dire que pour une famille de produits qu'on adresse, on se fixe d'avoir une très grande profondeur de gamme. Donc si vous voulez acheter un téléphone, vous allez autant trouver chez nous des dubphones où il n'y a pas Internet, etc., à 30 euros, ou le dernier iPhone 15 Pro à 1000 euros pour tous les usages. Donc, c'est une vraie promesse qu'on souhaite faire. Et donc, ça permet justement aux vendeurs d'adresser le bon besoin pour le client. On a un troisième métier qui est manager de centre de profit de seconde main. Donc ça, c'est une nouvelle certification qu'on va créer pour cette année. Euh, Tout pareil, chef d'entreprise, ça peut s'apprendre. Chef d'entreprise pour la seconde main, il y a quelques subtilités, notamment sur la partie gestion des comptes d'exploitation, gestion de la TVA, gestion de la marge. Voilà, c'est tout un, un parcours à apprendre et donc c'est des formations que nous, on a fait en interne et qu'on a voulu travailler. Donc, le titre est en cours de préparation pour 2026. Et le dernier métier, c'est le petit nouveau, c'est le métier de réparateur. Réparateur, donc depuis nous, un an, on a décidé d'intégrer cette activité dans nos magasins. C'est pas forcément simple parce que l'achat-revente, c'est pas la réparation. Je vais expliquer tout de suite en faisant juste une définition de qu'est-ce qu'un un objet reconditionné et qu'est-ce qu'un objet d'occasion. Donc, un objet d'occasion, c'est un objet qui a déjà été mis en circulation une première fois et qui repart dans le cycle. Un objet reconditionné, selon la loi, c'est un objet qui a été testé. Sans avoir fait aucune réparation dessus, on peut appeler l'objet reconditionné. Donc, imaginons le cas où nous, on récupère un téléphone au comptoir, on le teste, il est à plus de 85% de la batterie et tous les tests fonctionnels sont OK. On le remet en vente sans avoir fait aucune action de réparation ou de reconditionnement. On peut cependant l'appeler, ouais, pareil, reconditionné. Sauf que pour maximiser notre impact, on s'est rendu compte, et pour diversifier aussi l'activité en magasin, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on adresse ce métier-là. Et donc, on a développé 40 ateliers de réparation en surface de vente pour adresser nos SAV internes, mais aussi pour adresser de la prestation de réparation, donc pour un produit qui n'aurait pas été acheté ou vendu par nous. Donc ça, c'est un gros projet. C'est pas si simple parce que c'est vraiment créer une nouvelle activité dans les magasins. Et donc, c'est un vrai sujet qu'on souhaite développer à 5 ans pour arriver à peu près à 80% des points de vente qui proposent ce service de réparation. On y voit vraiment un intérêt pour nous, que ce soit en termes de maximisation pardon, de l'impact environnemental, mais aussi de gestion des freins à la seconde main. Typiquement, personne ne sait se passer dans son téléphone plus de 30 minutes aujourd'hui. Donc forcément, si vous avez une problématique sur votre téléphone, vous pouvez l'amener chez EasyCash demain, le faire réparer. Si on n'est pas capable de le faire en express, on va vous mettre un téléphone de prêt à disposition parce que nous en avons. Et donc, voilà, gérer cette réparation-là. Super, bah justement, merci d'avoir détaillé en fait ce qui se passe dans vos magasins et comment ça évolue, parce qu'on voit bien que le point de vente circulaire, en fait, ça devient aussi un point de service où on peut
pas juste aller consommer de la seconde main ou acheter en fait ce dont on a besoin, mais bien être dans cet accompagnement du juste besoin. Ben, le juste Mm. besoin, c'est peut-être réparer plutôt qu'acheter, etc. Et donc vous vous positionnez là-dessus. Donc tu disais que l'ambition, c'est d'arriver à 80% des points de vente qui est justement ces services en surface de réparation. Donc c'est aussi une manière de mailler le territoire avec des services de réparation, ce qui manque hein, aujourd'hui si on veut faciliter l'accessibilité du geste réparé. Clin d'œil Mm. à ceux qui ont suivi la campagne, n'est-ce pas? Et donc, avant de prendre les questions dans le chat, parce que je vois qu'il y a des questions qui sont intéressantes sur lesquelles tu pourras revenir, j'aimerais bien qu'on finisse par justement ce magasin en 2030. Selon toi, à quoi il ressemble et comment il peut faciliter les gestes circulaires, j'ai du mal à dire consommation circulaire, mais cette approche de la circularité de proximité. Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est, et je l'ai dit en introduction, c'est qu'en 2030, c'est un magasin de seconde main, c'est un magasin où quand on rentre, on se pose pas la question de savoir est-ce que c'est du neuf ou de la seconde main, on se demande juste si c'est le bon produit pour mon besoin. C'est un magasin dans lequel on va trouver de la qualité, du conseil, de la garantie, des services de reprise, on l'a dit, des services de réparation, parce que notre objectif, c'est réparer avant d'acheter, nous on y croit. Et donc, pour pouvoir adresser ce message-là, il faut avoir la prestation en point de vente et d'avoir aussi une vraie lisibilité sur l'impact positif de cette action-là, avec notamment les travaux qu'on a fait sur la mesure d'impact de la seconde main. Et le deuxième axe qui est important pour nous, c'est que c'est un lieu vivant. Et il y a de moins en moins d'endroits qui viennent mélanger les classes socio-professionnelles. Je te le disais en préparation, Elsa. euh, Nous, on est un magasin, vu qu'on adresse toutes les gammes de produits, ben, on adresse aussi toutes les classes socio-professionnelles. Et donc, on est fiers de ça, de pouvoir être un lieu où les CSP se mélangent, parce qu'aujourd'hui, c'est très segmenté quand même, hein, dans la mode, dans d'autres, dans le sport notamment. Il y a Decathlon qui le fait très bien d'ailleurs, ce mixte-là. Donc, nous, c'est un lieu voilà, où on veut créer du lien social. On se dit qu'on va pouvoir acheter chez nous, évidemment, vendre des produits, réparer, mais aussi apprendre des choses. On a une grosse expertise à partager. Et donc, comment bien entretenir ses bijoux, comment entretenir son sac à main, comment entretenir son cuir. Et donc, du coup, c'est des compétences aussi qui sont très présentes sur les territoires. Et donc, nous, on veut être ce lien de mise en lien entre ces petits commerçants. Beaucoup. Génial. Ben, merci beaucoup Sophie pour tout ça. C'était hyper riche, hyper intéressant. Je te propose qu'on se tourne vers le chat pour voir un petit peu ce qui s'est dit. Allez. Je vais commencer par un retour d'expérience de Solène qui est allée chez EasyCash à Noël, qui a acheté un PC et qui aurait aimé avoir plus d'informations sur en fait quelle a été la première, peut-être la seconde vie de cet objet et quelles ont été les interventions peut-être. Donc ça, j'ai envie de dire, ça fait directement le lien avec la réglementation qui va vers le Digital Passport Product. Comment vous, vous intégrez cet enjeu d'histoire quelque part de l'objet? Alors effectivement, cette obligation va arriver. Nous aujourd'hui, dès à présent, Solène, mais du coup tu as donc c'est mal conseillé. Il y avait un QR code sur l'étiquette et tu pouvais voir justement les actions de réparation qui avaient été faites, puisque c'est des choses qui sont déjà présentes. Alors c'est pas un passeport numérique tel que demandé par la loi, mais c'est des informations qu'on a tracées. Effectivement, le groupe EasyCash fait partie du groupe de travail GS1. Donc, c'est le groupe de travail qui déploie justement le passeport numérique. Nous, on a une chance, c'est qu'on a une grosse captation d'informations, mais lors de la transaction d'achat, pour que le temps soit quand même limité, on ne peut pas tout capter comme information. Donc, on élargit les informations. Typiquement, à partir du 1er janvier, on va récupérer la durée de possession du produit par le vendeur et aussi l'origine. Est-ce que le produit était neuf ou est-ce qu'il était d'occasion? Pour savoir si on vient en tant qu'acteur de seconde main ou en tant qu'acteur de 3, 4, 5e main. Donc ça, c'est des informations qu'on est en train d'intégrer dans le parcours d'achat des produits, justement pour qu'on puisse consolider ces informations-là. Mais on est sûr que la nouvelle réglementation sur le Digital Product Passport va nous faire grandir sur ces sujets-là. Et effectivement, la traçabilité est importante. Je rejoins Solène. Hmm.
Avant de passer sur les questions de statut juridique d'EasyCash, je me fais l'écho de la question de Sophie Fabre sur l'internalisation de la compétence de réparation. On en a parlé en préparation, donc peut-être tu peux revenir un petit peu sur les fameux degrés et catégories de réparation et comment vous travaillez avec le tissu de Oui, réparateurs locaux. oui. Donc, en gros, je vais essayer de vous expliquer le parcours d'un produit. Donc, vous venez vendre votre téléphone chez EasyCash, l'acheteur va tester les fonctionnalités, vous proposer un prix en fonction de ce test. Évidemment, le prix sera différent si la batterie est à changer ou pas. Vous acceptez ou pas le prix. Une fois que le deal du prix est fait, nous, soit on le remet en vente, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a rien à changer, et donc il est vendu en l'état, avec un minimum de 85% de batterie tout de même, parce qu'on se rend compte que c'est un vrai frein à la fonctionnalité et à l'usage des produits. Et après, on a deux parcours. Soit on a un réparateur en interne, et dans ce cas-là, c'est lui qui va adresser toutes les réparations de niveau 1, donc ce qui est changement de batterie, changement d'écran, notamment sur la majorité des marques de téléphonie et d'informatique, notamment. Et parfois, le réparateur a des expertises en jeux vidéo, donc notamment sur les manettes de jeux vidéo qui souffrent des gamers un peu trop passionnés. Et donc, du coup, on a aussi ces spécialités-là. Si jamais on n'a pas de réparateur en interne, on a un réseau de réparateurs locaux. Donc, c'est les petits réparateurs que vous allez trouver encore dans vos centres-villes, notamment, qui, eux, viennent réaliser la réparation, nous restituent le produit et nous, on fait la mise en vente. Ok, super. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les acteurs qui sont déjà implantés, qui ont des savoir-faire spécifiques, et vous, réparateurs, on va dire, qui peuvent traiter Oui, les pannes de niveau 1 pour assurer une remise en circuit rapide. Euh, donc, je passe sur la question du statut juridique et qui est intéressante sur, en fait, comment on peut expliquer la différence entre une entreprise comme EasyCash qui vend différentes catégories de produits et, par exemple, des acteurs qui maillent aussi bien le territoire aujourd'hui comme des ressourceries. bah, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est complémentaire du réseau national des ressourceries de France, notamment. On ne vient pas du tout adresser le même volume, ni même le même sujet. Les ressourceries ne pourraient pas prendre, par exemple, en main la garantie et les retours de ces produits-là. Donc, nous, oui, c'est pour ça qu'on est une entreprise, donc statut SAS pour EasyCash. Donc, aujourd'hui, on considère qu'on est plutôt complémentaire sur les familles de produits. Voilà. Je ne suis pas sûre que les ressourceries et les recycleries pour leurs problématiques de ressources humaines, de rentabilité des modèles, puissent adresser et prendre les risques de venir se positionner sur des produits à très forte valeur. C'est ce que nous, chez EasyCash, on fait. C'est justement hein, cette mise en avant du tiers de confiance où là, vous apportez vraiment de la valeur ajoutée, contrairement à d'autres acteurs qui sont complémentaires. Hein, Tout à fait. Je peux peut-être Alors, rajouter quelque chose. oui, On a quand même intégré le modèle de l'ESS, parce que j'ai vu passer ce statut. Nous, aujourd'hui, on a une de nos volontés, c'est que pour réduire l'impact, il faut qu'on remonte la chaîne de valeur du produit. Et donc, on a créé sur Bordeaux une entreprise qui s'appelle Keyclose. Donc, on s'est associé à un reconditionneur de téléphone ok. en statut ESS, justement pour pouvoir adresser les manques de produits qu'on pourrait avoir sur certains magasins. Donc, évidemment, 80% des produits sont achetés au comptoir, mais on a 20% des produits qui sont des compléments d'achat extérieur. Donc, c'est des achats en seconde main, en reconditionné, mais qui viennent souvent de flottes d'entreprises ou de grands télécoms, Orange, Bouygues, qui sont achetés par des reconditionneurs de l'eau et qui font de la remise en circulation via des points de vente comme EasyCash notamment. Et donc, nous, on a créé une ESS, donc ils sont 8 à travailler dans cette entreprise et qui adresse aussi ce marché-là pour fournir le réseau EasyCash. Justement, ça répond peut-être à la question de Vincent qui demande comment vous conciliez la proximité acheteur-vendeur avec la profondeur de gamme. Donc, c'est peut-être aussi avec ces rotations de ces 20% que vous pouvez ajuster un peu. Exactement, Mm. exactement. Euh, une question sur l'évolution de la typologie de vos clients en Oui, CSP, en âge, et puis sur vos outils, sur l'Argus Prix que vous avez peut-être développé sur les différents produits que vous avez. oui, nous historiquement, notre client
on va dire, principal, c'est un homme de plus de 40 ans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à la recherche des bonnes affaires, des bonnes trouvailles, et c'est un peu l'ADN historique d'Easy Cash et de la seconde main. Aujourd'hui, on a quand même des classes de clients et des catégories de clients qui se diversifient et qui sont très spécifiques au secteur et au segment rayon. Nous, notre top 3 des produits pour lesquels on est connu en numéro 1, c'est le gaming. Et donc forcément, on a les 18-24 ans qui viennent chez nous pour consommer du gaming, revendre leurs jeux et acheter des consoles notamment. Le deuxième, c'est toute la partie tech. Donc là, on va vraiment avoir un mix de profils. Voilà. Donc là, il y a vraiment, c'est monsieur et madame tout le monde, hein, qui vient pour ces familles-là. Et cette année, on a le luxe qui est rentré en top 3 des familles de produits. Et donc là, on va venir adresser évidemment plutôt des femmes qui sont intéressées par ces produits-là, notamment parce qu'on adresse la maroquinerie de luxe femmes. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt des femmes qui viennent nous voir, et notamment sur la partie or et bijouterie, c'est plutôt des femmes de plus de 40 ans qui viennent adresser leurs produits, soit revendre des produits en or, soit en racheter en retour. Et globalement, est-ce que vous avez senti, pardon, désolé, est-ce qu'il y a une évolution, indépendamment des produits que vous proposez, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution ou ça reste la même typologie de clients qui viennent? Est-ce que c'est Alors, sensible, ça, le fait qu'il y ait une plus large population qui achète ou pas vraiment? non, pas des masses, mais Ah, on se rajeunit uniquement par rapport à notre image d'entreprise. Donc, on fait des gros travaux de, d'influence pour justement rajeunir un petit peu la population. Mais typiquement, donc nous, notre clientèle cible qu'on souhaite acquérir en 2026, c'est tous ceux qui achètent du neuf aujourd'hui. Parce qu'en fait, pour maximiser l'impact de la seconde main, il faut qu'ils viennent en remplacement d'un achat neuf. Donc, en fait, il faut qu'on adresse tous les gens qui achètent du neuf. Et le deuxième, c'est les CSP+, qui ne connaissent euh, pas ou peu et qui sont plutôt habitués à faire de la commande digitale pour ce genre de produit. Et donc, c'est vers eux qu'on aimerait voilà, se faire connaître pour diversifier notre clientèle. Je relais une question de Stéphane Marthe qui te demande de partager tes retours d'expérience sur les corners implantés chez Cora Carrefour et qui est maintenant arrêté. Est-ce que tu Oui, peux nous en parler? oui, merci Stéphane pour la question. Je vois que tu connais très bien EasyCash. Oui, effectivement, dans le développement du réseau, on s'était dit qu'une bonne façon de mailler le territoire, c'était de s'intégrer aux hyper et aux super marchés. Donc, on a testé Géant, on a testé Auchan, et effectivement, on a fait un partenariat avec Cora, qui était le partenariat le plus long, où on avait 16 corners. Donc là, c'était dans le village service des hyper, où on venait proposer cette prestation-là d'achat et de revente. Et donc, le principe de gouvernance, c'est le magasin franchisé le plus proche qui était gérant du corner. L'idée étant de pas être géré par la centrale, mais bien de créer du revenu supplémentaire pour le franchisé et aussi que le franchisé puisse être impliqué opérationnellement sur le corner. Malheureusement pour nous, ce partenariat-là a mis fin là, fin janvier, suite au rachat de Cora par Carrefour, qui ont préféré, eux, se recentrer sur d'autres segments produits plutôt alimentaires. Donc, on reconduit pas le contrat. On garde quand même le lien avec Carrefour sur le modèle des locations-gérance, parce qu'en fait, comme nous, ils ont plusieurs modèles de gouvernance de réseau. Donc, ils ont la franchise, la succursale et la location-gérance. Et en fait, on se rend compte que ces sujets-là marchent bien quand c'est pas de la succursale. Pourquoi? Parce que le dirigeant qui le met en place est vraiment impliqué parce que c'est directement lui l'exploitant. Par contre, quand c'est un projet qui est poussé par la centrale comme un nouveau service, euh, les équipes sont moins impliquées et acheter de la seconde main et vendre de la seconde main, c'est vraiment très différent que d'acheter et vendre du neuf, enfin vendre du neuf surtout, pardon. Et donc, tous ces réflexes-là doivent être traités, travaillés, les gens doivent être formés. Et s'il n'y a pas d'énergie qui est mise, les modèles s'essoufflent et marchent moins. Nous, sur les 16 corners qu'on avait, on était sur des très bons taux de rentabilité. Donc, c'était des modèles, pour nous, qui étaient en tout cas euh,
riche et d'enseignement et présent. J'ai envie Donc, de pousser un petit peu la question, est-ce que l'avenir, justement, n'est un peu dans ce que tu nous partageais sur la vision, demain, je rentre dans un magasin, je ne me pose pas la question si c'est du neuf ou de mm, l'occasion pour reconditionner. Est-ce que l'avenir n'est pas plutôt à ce qu'il y ait des corners seconde main, gérés ou pas proposés par EasyCash, mais est-ce que c'est pas l'intégration dans tous les points de vente qui est l'avenir de l'économie circulaire dans le commerce? oui, et c'est même dans l'autre sens. Nous, on se dit que nous-mêmes, on pourrait accueillir des corners internes, parce que nous, aujourd'hui, on adresse certaines familles de produits. Et pour autant, quand on veut consommer de seconde main, on aime bien tout trouver au même endroit, enfin, quand on veut consommer tout court d'ailleurs. Et donc, on est en train de tester un concept avec Kiabi sur le magasin de Neuville-en-Ferrin, où ils viennent positionner un corner périculture et jeunesse, enfant, avec des vêtements, des objets de périculture et du jeu jouet. Mais neuf Euh, je- ou d'occasion? d'occasion. Non, non, d'occasion. L'idée, c'est de pouvoir, nous, en fait, accueillir des corners ou des marques qui, justement, font de la seconde main et de leur donner de la visibilité via notre point de vente. Le principe étant le même, c'est l'achat et la revente. Donc, du coup, via le corner Kit Canaille, on peut aussi racheter les produits qui sont euh, commercialisés ou en tout cas qui sont dans le giron de Kit Canaille. Donc ça, c'est un test qui est pour nous très intéressant de voir comment ça peut être fait et même comment on peut donner de la visibilité à des gens qui sont uniquement en ligne et donc pouvoir créer un peu des capsules de marques. Je pensais à Celency sur la déco, peut-être à Vestiaire Collectif sur de la partie mode, mais justement pouvoir donner de la visibilité à la marque en point de vente physique, soit par saisonnalité, etc. L'idée étant aussi pour nous d'adresser un sujet qui est important, qui est le trafic en magasin. C'est-à-dire que pour que les magasins physiques continuent d'exister, il faut que des gens y passent et viennent et les fréquentent. Et donc, c'est aussi pour nous des leviers d'augmentation de la fréquentation de nos magasins. Il y a petite suggestion de partenariat avec Jouga qui fait aussi partie de la campagne dans laquelle vous Oui, avez aussi été que je, partenaire sur les jouets. on a Valentin Klein Di Giacomo qui est justement directeur de la transformation et qui échange de très près avec Jouga déjà, où Génial. justement on pourrait adresser ces produits-là que nous on fait pas aujourd'hui. Donc c'est ce genre de sujet et de projets qui font sens pour nous et justement faciliter la vie du consommateur parce que c'est bien ça quand même le sujet, c'est de démocratiser la seconde main. Et Mm. pour le faire et pour que ça devienne la norme, il faut qu'on la rende simple, accessible, désirable et de qualité surtout. Et donc, tous Il y les a de plus acteurs en qui ont plus ces... Voilà, d'acteurs, oui, qui proposent ça. Ok, bah du coup j'ai oublié la mienne. Oh, pauvre Sophie, désolée, on te martèle de questions vont pas de durer souci. 45 minutes. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce que tu partageais sur servir le juste besoin. J'aurais bien aimé en savoir plus, c'est-à-dire comment aussi parler de primes des vendeurs. Comment vous gérez le fait que l'idée n'est pas de vendre forcément le dernier iPhone 15? Est-ce qu'il y a une adaptation? Enfin, comment vous gérez ça avec vos vendeurs? Alors, nous, par nature, on n'a jamais été des forceurs de force commerciale parce que notre métier, c'est d'acheter. Et donc, c'est parfois même un peu le défaut qu'on peut avoir en magasin, la directrice gérée, c'est qu'on ne va pas forcément pousser les ventes additionnelles parce que notre métier principal, c'est l'achat. Donc, déjà, culturellement, dans l'ADN d'EasyCash, le métier d'acheteur est principal par rapport au métier de vendeur. Donc, ça, déjà, c'est culturel. Et après, c'est le lien avec les consommateurs, donc très proche de nos consommateurs. Et donc, du coup, je pense que c'est juste l'accessibilité, la sympathie des employés qu'on a dans les magasins qui ont le sens du service et qui essaient de rendre service. Donc, je crois que ça plus de la culture de la marque et de l'entreprise et, euh, et des franchisés que réellement des formations spécifiques. On a quand même deux, trois leviers sur les formations pour les aider à, à, à travailler ces sujets-là, mais c'est vraiment plus de la culture d'entreprise. Je suis impressionnée par la nombre de fois que tu parles de formation. C'est super intéressant, c'est chouette. Question.
Mais je relais la question de Solène, mais en fait, c'est un petit peu sur cette idée, enfin, cette tendance de fond, où en fait, la seconde main, heureusement, est en train de s'installer à côté des rayons du neuf dans la plupart des grandes enseignes. T'as cité Decathlon, il y a la Fnac, il y a Darty, enfin bref, on sent qu'il y a un mouvement de fond où proposer de la seconde main dans son magasin, ça devient un axe de développement. Comment toi tu vois ça? Est-ce que c'est de la concurrence? Est-ce que c'est de la démocratisation? Comment vous envisagez la chose, sachant que si on prend un Fnac par exemple qui peut être installé à la fois dans des zones commerciales, à la fois dans des centres-villes, toi tu nous as dit que vous alliez aussi aller vers la cible de centre-ville. Comment tu vois cette concurrence quelque part sur vos marchés historiques? Nous, on voit pas trop de concurrence. Quand on connaît les chiffres du taux de pénétration de la seconde main versus le neuf, sans dire de bêtises, on est à moins de 5%. Donc, on a encore beaucoup de produits à remplacer avant de voir ces gens-là comme des concurrents. Donc, nous, on les voit comme des clients de demain. C'est-à-dire que s'ils veulent le faire bien, qu'ils n'hésitent pas à faire appel à nous, que ce soit sur la formation, sur les outils, pour qu'on puisse justement les accompagner à ce que ce soit rentable. Le deuxième objectif, c'est de le professionnaliser. À l'instar d'Amazon, un produit seconde main n'est pas pour nous un produit qui a été retourné pour un emballage défectueux. C'est un produit qui a une vraie première vie. Et donc, nous, on tient à cette définition-là. C'est-à-dire qu'on retrouve dans beaucoup d'enseignes sous le logo Seconde Vie, Second Life, des retours clients. En fait, le produit n'a même pas été déballé. Donc, du coup, pour nous, c'est pas tellement un, un- un produit de seconde main. Donc, du coup, on a cette ambition-là. C'était un peu à l'époque du bio. Il fallait revendiquer que c'était bio et local. Bon, bah, nous, on veut être de ceux qui font que la seconde main, c'est un produit qui a vraiment vécu. Et donc, et la valeur du produit seconde main est là-dessus. Donc, voilà pour cette partie-là. Et comme je le disais, plus on fait grossir la part du gâteau et donc on fait en sorte que la seconde main devient euh, un réflexe de premier choix et pas une alternative écolo, et que ce soit poussé par des acteurs qui en font la notoriété, que ce soit Fnac, Boulanger ou Back Market. Ben, c'est super parce que nous, on souhaite que cette consommation-là se démocratise, donc on ne les voit pas comme des concurrents, mais par contre comme des clients potentiels, parce qu'ils verront que c'est pas si simple que de passer d'un modèle de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Et si on veut que ça marche, et qu'on n'en fasse pas juste un rayon euh, au fond des toilettes, pas très loin des toilettes, au fond du magasin, juste pour dire qu'il y a un rayon. Si on veut que le chiffre d'affaires se déploie dans ces magasins-là, parce que c'est bien ça le sujet, hein, bah, il faut qu'il y ait une attention particulière qui soit donnée à la formation des équipes et au rachat, parce qu'à un moment donné, pour avoir des produits de seconde main, de vrais seconde main à vendre, et puis il faut pouvoir les acheter et pas uniquement de la reverse logistique de, de produits qu'on a vendus. Donc voilà pour moi ce que je pense de ces acteurs-là et je trouve très bien que tout le monde se mette à raisonner seconde main. Génial. Et je crois qu'il y a une question à laquelle on n'a pas tout à fait répondu et qui revient dans le chat, donc je te la repose et ça Oui. sera notre dernière question. C'est plutôt sur vos outils de définition de critères d'achat, de prix, etc. Vous avez des outils internes, comment vous avez... Enfin voilà. Ah, plus prix, là. Oui, tout à fait. On a deux outils. Donc, nous, on a un ERP interne. J'étais pas là, mais il y a 20 ans, quand le réseau a grossi, il a fallu se doter d'un outil ERP comme toutes les entreprises. Et donc, on a fait appel à des entreprises, SAP pour pas les citer, où on leur a demandé de travailler avec nous pour créer un ERP adapté à la seconde main avec toutes les spécificités de la seconde main. Vu le marché, ils se sont dit non, non, mais on va pas développer un outil juste pour eux. Bah, du coup, on se l'est créé nous et donc on a un outil propriétaire, un ERP de seconde main, dans lequel on a toutes les obligations de la seconde main, que ce soit le registre de police, les identités des vendeurs pour faire face au recel, euh, les, euh, les TVA sur marge, parce que nous, on n'est pas sur TVA classique, on est en TVA sur marge pour les produits de seconde main, euh, les références. Dans le neuf, on a un code unique pour 10 000 produits. Nous, on a un code par produit. Donc, gérer une quantité de références produits à Mm. l'unité, c'est un vrai défi pour le RP. Donc, on a ce premier volet et c'est ce qu'on commercialise chez des acteurs, soit du neuf, soit qui font de la seconde main. Et le deuxième, c'est la cote Argus. Et donc, cette cote Argus, c'est un algorithme de machine learning qui a été créé il y a
15 ans, donc c'était le début de l'IA. On parle d'IA générative, mais nous, on faisait du machine learning il y a très longtemps via Easy Price. Et donc, l'idée, c'est que nous, on propose un prix mini et un prix maxi pour notre acheteur pour ce qu'on appelle la VPD. C'est la valeur partagée différenciée, c'est-à-dire il faut que l'entreprise s'y retrouve pour continuer à exister, donc créer de la marge. Et l'autre, il faut que le client s'y retrouve pour qu'il puisse revenir nous vendre des produits. Donc, pour éviter on me l'a racheté trop peu cher, ça valait pas le coup. Mm. Et donc, dans par typologie de produit, on a une cote Easy Price avec valeur mini et valeur maxi. Et dans cet intervalle-là, l'acheteur fait son rôle de négociation en fonction de l'état du produit, des documents qui sont mis à disposition, du discours du client, etc. Génial. Bah écoute, time's up, malheureusement. On aurait pu continuer pas mal à explorer en profondeur les différents sujets qu'on a abordés, mais vraiment merci beaucoup Sophie pour de nous avoir ouvert les portes et fait entrer quelque part dans le magasin d'EasyCash pour voir. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui ont été surpris, en tout cas Tant mieux, tant mieux, qui ont dépoussiéré l'image qu'ils avaient du nom EasyCash. bien sûr. Voilà, donc les commentaires sont très enthousiastes. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à Et vous pour l'invitation. merci Sophie. J'en profite pour dire à tout le monde que EasyCash est partenaire de la campagne Partager, réparer, réutiliser. L'économie circulaire, c'est pour tous. Parce que voilà, on a une action commune, tous ensemble, de démocratiser le geste circulaire. Et donc, merci encore pour votre soutien. Et puis, la campagne bat son plein, donc n'hésitez pas encore à soutenir et à communiquer là-dessus. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.